Pour moi, ça ne se résume pas aux inégalités de revenus. Il va falloir regarder des facteurs comme d'où on vient, où est-ce qu'on est né dans le monde, si on a des origines ou pas, si on est un homme, une femme, un autre genre, si on est dans une famille à patrimoine ou non. Il faut regarder aussi la qualité de vie, la santé, parce qu'on peut avoir des grands revenus, mais si on travaille 65 heures par semaine, dans des conditions de travail très difficiles, même si on a une bonne paye et qu'on rentre chez soi sans jamais profiter de la vie, ça vaut pas le coup. Donc est-ce que la qualité de vie, c'est d'avoir du temps? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est avoir de l'espace? La santé, et plein de paramètres. J'ai trouvé qu'ils ont effectivement très bien répondu, et dans l'esprit du papier qu'on a fait sur cette question. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, il y avait par exemple une dame qui disait que non, ça ne se résume pas au seul revenu, il faut tenir compte également de la santé et du bonheur, de l'épanouissement. Effectivement, le revenu, ce n'est qu'une des choses qui contribuent au bien-être, ce n'est pas le bien-être lui-même, donc il faut tenir compte de ça. Il y avait un autre monsieur, si je me souviens bien, qui disait, lui, qu'il fallait, lorsqu'on regardait le revenu, tenir compte également des circonstances dans lesquelles ce revenu est gagné. Par exemple, qu'il fallait tenir compte de l'origine familiale des gens, et donc effectivement, il touchait à une autre question importante qu'on aborde dans notre papier, c'est-à-dire que derrière le revenu, et donc on peut s'intéresser aux inégalités de revenus, mais il faut tenir compte d'autres facteurs que le revenu qui peuvent expliquer pourquoi le revenu a été plus élevé. Par exemple, si on vient d'un milieu social très favorisé, etc., et on peut vouloir tenir compte de ça. Et il y a une autre personne qui parlait également des inégalités de richesse, qui sont un peu différentes du revenu et qui sont très très pertinentes, parce qu'il y a des fois des gens qui ont, par exemple, des revenus faibles, enfin qui gagnent peu, mais qui ont une richesse, un patrimoine très important, et donc il faut en tenir compte. Donc je trouve qu'ils ont très très bien illustré la problématique qui est la nôtre dans cet article. Donc dans notre approche, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose que les agents qui reçoivent le revenu sont différenciés par le revenu, bien sûr, qu'on mesure, et par une autre caractéristique, par exemple la taille du ménage, qui affecte ici négativement leur bien-être. C'est-à-dire que, toute chose égale par ailleurs, je sais qu'un ménage avec 4 personnes, avec un revenu donné, il a moins de pouvoir d'achat qu'un ménage avec 3 personnes. Et donc forcément, avoir du revenu, c'est avoir du pouvoir d'achat, avoir des capacités à s'épanouir dans une économie de marché, où la plupart des biens et services qui nous épanouissent ont un prix, et donc nécessitent du revenu pour se les procurer. Et donc dès qu'on réfléchit un petit peu à ce que c'est qu'une bonne organisation sociale, on est amené tout de suite à poser la question des inégalités. C'est une question qui ne va pas de soi, et qui m'a toujours fasciné depuis que voilà, j'ai fait un peu de philosophie dans ma jeunesse, et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. On est très sensible aux inégalités qui viennent du partage inégal des fruits de la coopération. Les humains sont une espèce coopérative, nous coopérons entre nous, et quand on coopère, on se dit la norme égalitaire est naturelle ici. On a coopéré, à la fin on va se partager le fruit de notre coopération. L'idée du partage égal est assez naturelle, donc les gens sont égalitaires. S'agissant de la naissance, le fait qu'il y en a qui sont très beaux, très grands, très forts, d'autres qui sont malingres, d'autres qui sont malades, on se dit que ce n'est pas nécessairement le résultat de la coopération seule, et on est parfois moins égalitariste. Et donc c'est important aussi d'avoir des outils de mesure des inégalités qui reflètent nos perceptions éthiques sur ce qui rend les inégalités acceptables et ce qui les rend inacceptables. On a des méthodes pour mesurer le revenu ou pour mesurer les inégalités de revenus entre les personnes, disons entre les individus, pour aller vite, lorsque le revenu est la seule variable qui est pertinente. Et beaucoup de ces méthodes reposent sur une courbe qu'on appelle la courbe de Lorenz. Pour ça, il y a une définition qui est usuellement acceptée par les spécialistes, c'est la notion de transfert de Pigou-Dalton. C'est un terme un peu technique, mais ça veut simplement dire qu'on va dire que les inégalités de revenus se réduisent incontestablement si une personne qui a plus de revenus qu'une autre lui transfère un certain montant de revenus. Alors nous, ce qu'on a fait dans notre papier, c'est qu'on a proposé un outil semblable à cette courbe de Lorenz, mais donc qui concerne le revenu, mais qui tient compte du fait que les gens
où les personnes qui gagnent le revenu, ou les ménages, diffèrent dans une autre dimension. Si on prend des ménages, dans mon exemple précédent, je parlais d'individus. Donc les individus peuvent être supposés plus ou moins identiques. Quand je prends un ménage, là je ne peux plus les supposer identiques. Un célibataire sans enfant n'est pas la même chose qu'un couple avec 2 enfants. Donc si je donne 3 000 € par mois à un célibataire sans enfant, et je donne 3 000 € par mois à un couple avec 2 enfants, je ne donne pas le même pouvoir d'achat. Et donc j'ai envie de tenir compte de cela. J'ai envie de dire que ce 3 000 € ne signifie pas la même chose lorsqu'il est pour un célibataire que lorsqu'il est pour un couple avec 2 enfants. Ce qui est important, c'est de corriger également les mécanismes par lesquels ces inégalités sont produites. Donc les rémunérations brutes avant correction. Favorisons l'accès aux études longues, aux formations et à l'éducation et à la formation d'une grande quantité de gens. Si vous avez plein de gens qui seront éduqués, eh bien la valeur de l'éducation baissera et donc le salaire brut de ces gens-là relativement baissera et ces inégalités, entre guillemets, naturellement s'estomperont. Si tout le monde demain matin avait un doctorat et était un crack en informatique, eh bien la rémunération de ces gens-là serait beaucoup plus faible parce que tous ces gens seraient abondants sur le marché du travail et donc leur salaire à l'équilibre diminuerait. Bien sûr, il y a d'autres inégalités que le revenu. Par exemple, une inégalité importante, c'est l'inégalité des chances. C'est-à-dire le fait de savoir si, en fonction de notre origine sociale, du milieu social de nos parents ou de notre origine ethnique, par exemple, on a plus de chances de gagner tant ou d'avoir tel niveau d'éducation. Donc ça, ce sont des inégalités de probabilité d'accéder à des niveaux sociaux, en fonction du groupe, en fonction de votre genre, ou en fonction de groupes dont la définition est un peu arbitraire sur un plan éthique. Et une chance, c'est beaucoup plus compliqué qu'un revenu, parce qu'une chance, c'est une distribution de probabilités sur des succès dans la vie. Donc c'est des objets qui sont plus complexes, mais on peut quand même définir des notions d'écart entre ces objets et de rapprochement entre ces objets qui nous permettent de mesurer, de quantifier ces phénomènes.